y a un truc dans la famille, inconsciemment tu te sens héritier. Donc tu te dis, bon, pour moi ça va être une continuité. Donc en quelque sorte j'ai eu la chance d'avoir un peu les bagages techniques de mon père. Lui il était plus technique, bien qu'il faisait de belles photos aussi. Ma mère c'était plutôt le côté plus visuel de la chose. Il y avait à la maison des grosses boîtes comme ça, où ma mère mettait toutes les photos qu'il faisait mon père, d'autres photos qu'elle avait à elle, etc. Donc de temps en temps on sortait cette boîte, et moi j'étais fasciné par ça. C'était comme voir l'histoire. Finalement maintenant je me demande si c'était une histoire bien courte, parce que j'avais quoi, 8 ans peut-être. Mais déjà, me voir tout petit, de voir mon chien qui avait 3 mois, c'était un truc fascinant. Je me suis un peu lancé, c'était l'année 76, que pour nous c'est une année sinistre en fait. Pour nous les Argentins, c'est le coup d'état sanglant de la dictature, non, de cette époque. J'ai commencé à faire des baptêmes dans la paroisse du quartier. Donc je m'approchais des gens, je disais écoutez, vous voulez que je photographie la cérémonie, c'est telle quantité d'argent. Et voilà, donc tous les samedis, dans l'après-midi, j'y allais et j'ai commencé à faire mes premières armes. Voilà. Après tout ça, ça a été interrompu parce que j'ai eu l'idée de faire un voyage d'autostop en Amérique latine. Et bon, quand j'ai retourné, je me suis retrouvé avec la nouvelle que mon père était mort. Ça a duré 7 mois, les voyages. Et donc là, bon, imagine-toi la situation dans la famille. À un moment donné, ma mère m'a dit, bon écoute, bon, nous ne sommes pas dans une mauvaise situation économique parce que ton père a laissé la pension, etc. Mais bon, quand même, ça va pas être pareil. Donc, bah, j'ai bien compris aussi qu'il fallait que je commence à bosser sérieusement. Donc elle, un peu maligne, me dit, écoute, il y a deux possibilités, soit tu rentres dans le boulot de ton père, mon père est une sorte de commercial dans une compagnie américaine, ou sinon, on fait la photo. Bon, évidemment, à ce moment-là, je n'ai pas hésité, hein. Mais bon, quand même, c'était un peu une situation compliquée parce que j'ai commencé à bosser avec ma mère et c'était inconfortable, quoi. Ça allait pas. Bon, Freud a pas mal parlé de la question, donc je ne vais pas rentrer en détail, mais bon, ça a duré un certain temps, je ne me souviens plus exactement, une année. Donc on avait des clients, hein, c'était surtout des questions de portraits, etc. Mais bon, pour moi c'était une situation très embêtante. En plus, moi j'avais une relation très fusionnelle avec ma mère, donc en même temps que j'étais conscient de ça, donc bon, finalement, à un moment donné, j'avais un copain qui était intéressé dans la photo, c'est lui qui m'a proposé, je ne sais pas comment la chose est surgie, mais il m'a dit on fait une société, une sorte de coopérative. Et ça m'a servi parce que l'autre il a dit bon mais avec ta mère ça va pas, et bon j'ai profité pour couper les cordons. Moi j'avais un mal fou à étudier, à préparer les examens. Euh, donc c'était compliqué. J'ai continué la carrière plutôt une sorte de mandat. C'était mon père qui voulait que je fasse des études, donc il était décédé, donc j'avais ce truc-là. Donc je voulais finir mon diplôme. Et bon, quand même, ça m'intéressait. Quand même,
les ouvrages d'anthropologie, c'était quand même parfois des découvertes très intéressantes. Je suis parti avec presque zéro d'expérience. Pour les gens qui ont travaillé, bon, on l'a su un peu plus tard, mais c'était quand même pas, pas très recommandable. C'est-à-dire, c'était des gens qui pratiquaient une ethnologie très conservatrice. Donc, ça consistait à aller trouver les communautés et essayer d'enregistrer un maximum de récits, de mythes, légendes, etc. J'ai travaillé l'après-midi, j'ai passé plus de 2 ou 3 heures à enregistrer des mythes. Et voilà, et après, faisant la bouffe, la vaisselle, tout ce conneries-là. Et je ne pouvais pas m'éloigner, c'était assez claustrophobique. J'aime pas la jungle. On dit que nous sommes des êtres rationnels, mais j'avais une sorte de rituel qui était complètement irrationnel, mais absolument nécessaire. Il fallait que j'aille à un moment donné à la journée, aller voir le fleuve, m'asseoir un moment et regarder ce fleuve, parce que je savais que en le remontant, j'allais repartir dans la civilisation, entre guillemets. J'avais une petite idée, qu'est-ce que c'était l'anthropologie, mais bon, comme j'avais pas un plan précis, j'essayais de tout enregistrer. Voilà, donc la question photo a été un peu influencée par ça. J'essayais de faire un peu une photo anthropologique, dans le sens que je photographiais les objets, comment c'était les hameaux, comment ils étaient constitués, les cabanes, un peu les éléments, les scènes de vie des gens, etc. Quelques mois plus tard, parce que c'était dans la même année, avec le même groupe, on a fait une expérience au nord de l'Argentine, dans une province qui s'appelle Chaco. Quelque part, les photos du Chaco sont un peu plus osées. On avait poussé un peu plus, un peu plus loin. Mais bon, ça avait été un peu moins sérieux. Peut-être plus sérieux de côté photo, moins sérieux de côté anthropologique. J'avais bien commencé avec tous les sentiers qui m'avaient marqué mon père. Mais après, par ambition de chercher d'autres choses, je ne retrouvais plus mes pinceaux, donc je me suis inscrit dans une école photo. Un truc que j'avais trouvé dans un journal, et bon, j'ai eu la chance, parce que je suis tombé avec un très bon photographe et un très bon pédagogue. Je me souviens une soirée qu'on projetait des diapos et j'ai vu pour la première fois des photos de Koudelka, de sa série des Gitans. Et j'ai failli tomber à genoux parce que c'était des photos impressionnantes avec ces contrastes, un dynamisme spécial, non? Et bon, je pense que ce choc était parce que vraiment j'ai reçu la photo une dose homéopathique, quoi. C'était petit à petit qu'on avançait. C'est pas du tout les bombardements ou la possibilité que tu as maintenant de tout prendre d'un coup. C'est impossible maintenant. On ne sait plus qui est les photographes nouveaux, etc. Il y a tellement de gens qui en font, qui travaillent bien que. J'ai commencé aussi à bosser dans un magazine qui était dirigé par un prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel. Qu'il avait gagné ça justement pour ses actions à l'époque de la dictature. C'était vraiment ma première expérience forte en photo parce que c'était pendant la période de la fin de la guerre de Malvines. Les militaires ils se sont vus obligés à abandonner le pouvoir, ils ne pouvaient plus continuer. Ils s'étaient complètement discrédités. Il y avait surtout l'histoire des maires des places de mai. Et ils ont occupé les devants de la scène à ce moment-là, c'était comme une sorte d'étendard. Donc moi je suivais beaucoup
ils organisaient des manifestations assez importantes. Ça, c'était mon baptême de fait dans la rue, comme ça, des manifestations. Et finalement, ça a occupé quand même pas mal d'années dans ma vie. C'est un truc que j'ai récupéré ici en venant en France, bien que le contexte était complètement différent. Un des reportages que j'avais fait juste avant de venir en France, c'était sur une sorte de bidonville squat. C'était des anciens hôpitaux qui avaient commencé à construire Péron et qui étaient restés comme ça dans les structures. Donc les gens ils l'avaient investi. Ils avaient complété les murs avec des briques. Mais bon, c'était quand même un truc hallucinant. Parce que c'était comme une bidonville en hauteur. Tu t'imagines un gros hôpital, une dizaine d'étages, une barre comme ça très large. Et tu passais en fin de soirée, par exemple, et tout ça, c'était comme un château du Moyen-Âge. Et bon, il y avait toutes ces commentaires autour, comme quoi tous les crimes de la ville venaient de là-bas. C'était une population de gens qui bossaient finalement, hein, qui essayaient de se débrouiller comme ils pouvaient. Des gens qui avaient même des emplois précaires, mais... Et bon, je sais pas, pour une sorte de tradition familiale, je m'ai insurgé contre ça. Donc, mon idée de l'époque de la photo, c'était ça, c'est d'y aller dans ces endroits-là, où on dit qu'on ne peut pas rentrer parce qu'on va se faire dépouiller, d'y aller avec un appareil photo comme preuve, comme quoi c'était pas vrai. Je me souviens d'avoir passé des semaines et des semaines pour prendre le courage, me décider à toc 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 taper la porte. Donc bon, finalement un jour je prends courage, je fais ça et évidemment j'étais bien accueilli. Et la question de la photo, ça a commencé à prendre beaucoup plus vite que ce que je m'attendais. Donc j'ai travaillé quelques semaines dans ce lieu-là. Ça a été un peu incomplet parce que c'était le moment juste avant de venir en France. C'était un peu l'idée que j'avais et finalement c'est avec ça que j'ai continué. J'ai toujours aimé les photos de manif. Donc j'ai continué la pratique ici en France. Ça ne manque pas. Mais bon, je l'ai toujours pris comme un truc sérieux. C'est-à-dire, chaque manif, c'était un défi à trouver de bonnes images. Vous travaillez pour qui avec votre photo? Pour moi. Pourquoi? Et que vous en faites quoi après? Hein? Après, vous en faites quoi? Bah, je fais un reportage général de toutes les sélections. Oui. Les manifestations, c'est quand même un lieu d'épanouissement hein, dans tous les sens, de la colère, de la joie. Parfois, quand la situation n'est pas tellement critique, c'est une façon de faire la fête aussi. Donc, bon, évidemment aussi, du point de vue de la photo, on se sent libre. Les gens sont plus disponibles pour se faire photographier que si tu te déplaces dans la rue. Tu vas trouver les gens qui sont plutôt agressifs, vont te demander des comptes, pourquoi tu les photographies, tout ça. Voilà. Mes chers amis, merci. Je veux saluer notre majorité parlementaire, mes chers amis et compagnons de combat, députés, sénateurs de l'UMP et du Nouveau Centre, les représentants du peuple français. Alors que dans la crise, nous avions besoin d'un pays uni et rassemblé. La gauche a fait la preuve, nous sommes la France en marche. Le peuple de France en marche. Le peuple de France courageux.
Tu vois, j'ai essayé de faire la même chose que dans la manifestation de Mélenchon, c'est-à-dire me concentrer sur les gens. Si j'aurais eu une commande, évidemment, je faisais une couverture complète, donc je m'aurais débrouillé pour trouver des autorisations, photographier les personnalités, évidemment Sarkozy. Mais bon, là, c'était pas le cas. Je voulais plutôt voir les différentes populations, qui vote qui. Est-ce que photographiquement, on peut rendre compte de ça? Là, la dame aussi avec son petit drapeau, ça m'avait intéressé. On était un peu seul hein, par rapport aux autres. Bah, celle-là est pas mal. C'est pas très loin de ce que j'ai cherché à faire. Un peu cet geste de timidité, moi je suis toute seule avec mon petit drapeau. En plus, elle n'est pas le genre la bourgeoise complètement rassurée de son image. Donc c'est un autre aspect du public là. Là, celle-là, ça promettait. Je l'avais vu déjà un peu sur le petit écran. Et voilà, tu vois, il y a un geste beau et aussi et beau, et l'avantage c'est que on regarde que les autres sont vraiment hors du coup, hein, c'est presque un portrait. J'avais cherché un peu ça, avoir le panneau derrière. Tu trouves pas mal de personnages qui sont typiques, parfois presque caricatural, tu ne peux pas les situer en dehors de la droite ou conservateur. Mais après, tu trouves des personnages que tu te dirais que tu aurais pu les trouver ailleurs. Je ne peux pas l'écouter, vous non plus. Ce n'est pas grave, il répète toujours la même chose. Je pense, chers amis, que nous allons passer un long moment ensemble. Car je ne suis qu'au début de mon propos. Il y a quelque chose qui me fait intéresser, au vibrer le fait d'être sur l'actualité. Et bon, évidemment, dans la politique, tu sens que la chose va changer, ou peut changer. On a en tout cas cette attente. Moi, je lis tous les jours le journal. Pour moi, c'est comme un roman. Je ne lis plus d'ailleurs de romans. Ok, un beso. Ciao. Bastille commence à se remplir. Ben ça doit être là. Mais tu vois, comme celle-là qui est un premier plan, qui n'exprime rien, ça plombe l'intensité de la photo. Bon, c'est intéressant parce que bon, on peut se dire la différence entre la photo documentaire et la photo peut-être journalistique. En photo journalistique, on cherche plutôt l'émotion, l'intensité, un peu l'illustration de ce qui est supposé être la situation. Donc la photo documentaire, on pourrait dire qu'elle est plus objective, donc bon, ça montre qu'il y a des gens qui vivent les moments de différentes manières.
On est un peu formaté par la profession, c'est-à-dire il y a un dialogue entre les éditeurs et les photographes. Les photographes proposent, bon après les éditeurs adoptent, et après ils cherchent ça, et comme les photographes ils voient qu'ils cherchent ça, ils font comme ça. Donc il y a des mécanismes de continuité, parfois de rupture, hein, parce que quand il apparaît un qui est vraiment inspiré, et arrive à produire quelque chose de nouveau et changer la donne. Hein. Je débarque en France, l'école qui était un paradis sur terre, où il y avait tout ce qu'un photographe pouvait demander était à disposition. Moyen format, petit format, labo couleur, labo noir et blanc, cibachrome, une bibliothèque merveilleuse. J'ai connu des tas de photographes que je n'avais même pas idée que ça existait. Pour moi, la photo, c'était ça, hein, c'était la rue, des problèmes, des conflits, etc. Donc je débarque en France et tous les gens me regardaient comme si j'étais un martien, tous les gens qui étaient là à l'école. Parce qu'il était dans l'autobiographie, la réflexion, etc. Mais c'était un univers complètement différent qui moi, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était mon premier grand reportage ici en France. J'ai passé 2-3 mois dans une salle d'urgence à l'hôpital Cochin. Et c'était quand même assez important comme boulot parce que c'est au moment où j'essayais de passer pas mal d'inhibitions que j'avais. Inhibitions parce que dans un hôpital, les gens sont parfois nus, etc. Donc, toutes ces questions, est-ce que j'ai les droits, j'ai pas les droits, etc. Je me suis dit à ce moment-là, tu fais la photo et après, on verra. C'était comme la cour des miracles, hein. Tout le monde est passé par là. À ce moment-là, il y avait les manifestations des infirmières. Ça avait été le moment de me raffirmer comme photographe, dans le sens que j'ai trouvé que mon travail c'était utile. Je m'avais fixé un but. Je voulais montrer le travail des infirmières. Pourquoi elles étaient en train de protester. Il y avait comme une sorte de manque de reconnaissance de leur travail. Après, c'était les Roms. C'était en coopération avec Médecins du Monde. J'avais repris un peu les études d'anthropologie à ce moment-là. Souvent, je laissais tomber l'appareil photo pour passer du temps à trouver de l'information. Quand tu fais recherche, c'est assez lourd. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai repris un peu pour ces règles-là, de ne pas avoir photographié à fond. Bien que je n'ai pas regretté d'avoir fait la recherche. La recherche a enrichi ma vision et les types de photos que je pouvais aller chercher. J'ai pas mal de portraits. Je trouve que c'est pas bon le portrait. J'ai jamais aimé trop m'imposer. Donc, ça m'arrivait de choisir le lieu, de choisir l'arrière-plan. Mais bon, dans la pose, plutôt que je laissais faire. L'arrière-plan, c'était fondamental pour moi. Il fallait qu'il y ait une certaine relation entre l'arrière-plan et le personnage. Ce qui parfois me limitait parce que je ne trouvais pas
souvent la bonne connexion entre les deux. La série des artistes argentins pèse dans l'ensemble, c'est parce que j'avais eu plus de temps à les faire. Le fait d'aller chez eux, parce que ça se passait toujours dans leurs ateliers, et leurs ateliers c'était des lieux plutôt attractifs où je pouvais faire des choses. Sub-série est quand même les plus rondelette que les restes. Photographier des stars, ça pour moi n'a aucun intérêt. J'ai commencé à faire des collaborations avec les journaux en freelance assez vite. Hein. J'étais même surpris. J'ai commencé à faire les tours des journaux. J'avais un copain à l'école d'Arles qui aimait les reportages comme moi. Et il m'avait dit, mais si, tu vas voir les journaux, tu montres ce que tu fais. J'étais aidé un peu pour cette naïveté en tant qu'étranger. Jusqu'à 2008, j'ai travaillé avec ce journal espagnol. Les commandes commençaient à se raréfier. Mais à un moment donné, le journal a été acheté par des capitaux, par un autre journal plus grand. Et donc là, le service photo a été complètement restructuré, absorbé par l'autre. Et là, du jour au lendemain, ils n'ont même plus appelé. C'était fini, quoi. La politique de rendre plus d'argent aux actionnaires, c'était à la base de tout ça. Ceux qui ont tiré au début les marrons du feu, c'était les agences de presse, comme France Press, Associated Press, Reuters. Eux, ils ont du coup monopolisé un peu le marché. Ils ont bouffé toutes les petites agences photo artisanales. Hein. Mais là, maintenant, ils souffrent parce qu'ils ont du mal avec la concurrence de citoyens journalistes avec son iPhone qui est capable qui est là, ils sont témoins. Là, les gens ils ont tout de suite le réflexe d'appuyer sur le bouton et faire des photos, faire des vidéos. Voilà, donc ils ont de moins en moins de raisons d'exister. Je commence à souffrir du generation gap, je pense. J'ai bien négocié les changements au passage photo argentique à photo numérique, mais j'ai pas su négocier ou j'ai pas voulu négocier les réseaux sociaux. Comme mes parents ne comprenaient pas le rock, la musique rock, je pense que les jeunes ils sont tout le temps connectés, moi ça m'énerve. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et donc, quand même, la photo pour moi, c'était un défi. Parce que je voyais les photos de ces grands photographes qui étaient devant une action, pas forcément dans une situation de conflit, mais bon, ils étaient au milieu d'une action, des gens qui bougeaient, etc. Et je me disais, putain, comment ils font pour faire ça? Pour moi, c'est impossible de me placer là, au milieu de la scène. Et voilà, donc, le défi, c'était ça. C'était vaincre cette timidité, plus que ça. Cette phobie pour obtenir l'image. On s'habitue vite aux conquêtes qu'on a fait, on les prend comme des choses naturelles. Mais bon, si je regarde vers le passé, je suis juste vis-à-vis de moi-même, quand même c'est un parcours, non? C'est un chemin que je dois reconnaître que j'ai traversé, qui n'était pas forcément facile à faire.
Donc me retrouver à faire des photos comme les photographes que j'ai admirés à l'époque, quand même, c'est une petite satisfaction. Je sais comment le faire. Peu importe si je suis connu ou pas, mais les trucs, ça a été fait.